Voilà, nous sommes sur le départ. Mon fils Herlé, Marlène et tous nos bagages pour le Pérou. Un départ à 7 heures du matin de Roissy va nous conduire d'abord à Francfort et de Francfort sur Bogota et Lima. Après une nuit passée à Lima, nous arrivons sur l'aéroport de Cusco, Cusco, capitale du pays Inca. À l'entrée de la ville, la statue, paraît-il, du dernier empereur inca, Atahualpa. Arrivés à l'hôtel, nous faisons connaissance avec nos compagnons de voyage. Première rencontre avec la ville de Cusco. Nous descendons sur la fameuse place d'Armes. Sur la place d'Armes, vous venez de voir l'église de la Campagna, la voilà encore. Cette très jolie place, probablement la plus jolie du Pérou, est entourée d'arcades avec des magasins bien entendu. Quelques représentants locaux et peut-être une ancienne Inca, qui sait. Les rues et les places de Cusco. Marlène et Véronique. Marlène a déjà commencé les achats. Ça traîne pas, hein? Un petit tour au marché de Cusco, où on trouve à peu près tous les fruits.
fruits et des gens fort sympathiques. Dans le marché couvert, de la viande à l'étalage. Et Jean-Paul, Michael et Marlène qui vont s'offrir un excellent jus de fruits. La machine à faire les petites galettes. Et comme tout bon touriste, nous en achetons quelques-unes. Voilà une citadine à gauche et une rurale à droite. L'intérieur de l'église de la Campagna du Plaqueor. La cathédrale de Cusco sur la place d'Armes. Et là, un ouvrier qui met de la paille sur le gazon pour que les oiseaux ne mangent pas les graines. Et peut-être aussi pour protéger les semences du froid. C'est avec cette paille que les Incas recouvraient le toit de leur maison. Et le lendemain, première sortie au-dessus de Cusco, au site de Sacsayhuama. Les pierres des Incas. Évidemment, ce site a été complètement ravagé par les Espagnols. Les lamas de service. Voilà Christine d'Orléans. Parce qu'il y en avait deux tout à l'heure, vous verrez Christine de Paris, Véronique. Je vous laisse admirer le travail de bâtisseur que nous verrons pendant quelques jours.
La croix qui domine Cusco et Christine de Paris qui passe. Sous nos pieds, notre hôtel et la ville de Cusco, l'aéroport que l'on distingue au fond, et sous nos pieds la place principale, la place d'Armes, que vous découvrez. Et à l'entrée de la ville, l'empereur Inca. Alors là, quelque chose de particulier sur ce site, nous rencontrons quelques illuminés, des adorateurs certainement du dieu soleil. Et ils sont un peu en transe. Je crois que nous les reverrons d'ailleurs dans quelques jours. Ne me demandez pas le nom de cette très jolie fleur. Comme à Tombeau Mâché. Un site à 3008-3900 mètres, des fontaines que les Incas avaient aménagées. Et comme à côté de tous les sites, vous imaginez bien que la production locale de tapis, de pullovers et de chapeaux nous accueille, ainsi que les inamovibles lamas. Une jolie forêt d'eucalyptus en redescendant sur Cusco, où nous allons déjeuner. Nous sommes toujours accueillis par la publicité. Notre hôtel dans le fond et notre petite troupe qui s'installe pour le déjeuner. Le déjeuner, je vais essayer de vous faire écouter la production locale.
comme vous avez pu voir, il y a des gens qui se portent bien. Et puis voilà. Soirée à Cusco sur la place d'Armes. Et le lendemain, nous sommes à Chincheros. La brume n'est pas encore relevée. Encore un site Inca sur le plateau. Et les Espagnols qui ont construit au-dessus. C'est froid. Et nous voici au marché de Chincheros, le plus authentique que nous ayons rencontré. Je vous laisse regarder ces images et surtout la multiplicité des chapeaux de ces dames, sans parler de leur immense tresse. Il y en a deux qui ne portent pas de chapeau. Ils ne doivent pas être du coin probablement. Ça doit être un chapeau breton, ça. Hein. Marlène, Jean-Paul et Michel goûtent un breuvage. Attention les intestins. Et le chapeau inca et la cuisine locale. Ah, il y en a de jolis chapeaux. Et voilà, on quitte Chinchero pour notre première grande marche qui va nous conduire par un col sur un magnifique plateau. Nous traversons des villages où nous conversons avec la population locale, mais avec un interprète. Et nous rencontrons des fillettes qui ont les pommettes brûlées par le soleil.
On attaque, chacun s'équipe, chacun marche à son rythme pour passer la plus haute altitude que nous allons atteindre, 4350 mètres, d'après ce qu'on nous a dit. Carlos, le guide devant nous. Allez Marlène, il faut s'arrêter, hein, ça monte vraiment là. Hein. Allez, le col est en vue, encore 200 mètres de dénivelé. On y arrive, on y arrive. Les autres sont encore en bas. Et le dernier arrivera 3/4 d'heure après Marlène. Et voilà le haut du col, le col de Tarabamba. Un repos bien mérité. Et de l'autre côté, toujours des montagnes, la cordillère. Nous allons descendre toute l'après-midi dans la vallée sacrée. La vallée sacrée qui en somme part de Pisac jusqu'à Machu Picchu. Pisac étant à peu près à égale distance entre Cusco et le Machu Picchu. Voilà Jacques, Christine, Maïté, la femme de Jacques, Michel, Marlène qui va se laisser aller à prendre une photo, je crois. Notre guide, Michael, Jean-Paul, Christine de Paris devant à droite. Et puis tout à coup, dans cette immensité, une authentique bergère. Et probablement ses habitations, la sienne et celle de ses animaux. Dans un autre village, la viande de lama qui sèche. Et puis, une faille. Il va falloir passer une faille pour descendre dans la vallée. Toujours des escaliers incas, mais un passage vraiment délicat. Et du haut du sentier en corniche, qui nous guide à notre premier bivouac, le village dans la vallée sacrée, bien sûr, le village de Lamé. Dans le fond au soleil, probablement Pisac, mais dans la vallée, Lamé.
Et voilà. La surprise, c'est que nous arrivons dans un site inca, démoli bien sûr, comme les autres, et nos tentes sont déjà équipées. Nous allons passer la nuit, notre première nuit, devant ces montagnes et une nuit étoilée, avec la grande ours à l'envers, bien sûr. Et le lendemain matin, nous descendons au fond de la vallée, complètement, d'ailleurs nous y sommes, et nous allons, voilà la rivière, le Rio Urubamba. Notre car va nous monter sur les ruines de Pisac. Pisac est un petit village très typique dans la vallée. Et les ruines incas, comme beaucoup de ruines incas, sont situées sur les hauteurs. Les cultures en terrasse des ruines de Pisac et les vestiges d'un village inca, avec les toits reconstruits. L'enceinte et la porte que vous distinguez au centre. Village de Pisac dans la vallée. Une jolie baignoire avec ses marches, mais sans eau. Mais plus tard, nous verrons de l'eau. Le grand arbre sur la place de Pisac. Et après, on dira qu'on n'était pas attendu au Pérou. Il faut quand même le faire. La ville d'Urubamba, après avoir vu notre nom écrit en lettres majuscules, nous montons sur les hauteurs pour notre deuxième nuit de camping. Le soleil se couche et nos yeux sont remplis d'images fabuleuses. Nous allons coucher à proximité des cercles concentriques de Morée. Voilà notre deuxième nuit de camping. D'ailleurs, c'est le matin. La brume a recouvert les montagnes en face. Et nous sommes devant le trou. Il a fait froid. Et la tente du restaurant
et le car qui descendra nos affaires pendant que nous descendrons à pied dans la vallée. Un site archéologique inca, d'après ce qu'on nous a dit, et qui sert à des cultures expérimentales. Et là, je vous montre la Véronica, chère à notre guide, parce qu'il n'a pas pu arriver au sommet, 6000 mètres d'altitude. Et en ce moment, c'est la Feria à Nîmes, mais ici, c'est l'Anciero. Alors, l'Anciero, pour ceux qui ne savent pas, vous renseignerez. Voilà. Et puis, notre petite troupe traverse des cultures pour descendre dans la vallée. L'intérieur d'une cour dans le village de Marais, ou Moret. Une jolie porte sculptée, comme il y en a plusieurs dans ce village. Les ânes qui remontent les céréales du fond de la vallée. Et en continuant notre descente, nous abordons les salines de Mara, aménagées par les Incas et peut-être même avant les Incas. Nous sommes presque dans la vallée, il fait très chaud. De la montagne sort un canal d'eau salée. Et qui a permis d'aménager donc, voilà le canal qui sort d'eau salée, très saumâtre. Je vous donne pour voir un petit peu l'échelle de la sortie d'eau. Et voilà ce magnifique site qui est très joli et très typique, avec Philippe, Marlène, Michel, Christine qui a pris un coup de soleil de Paris, Christine d'Orléans, toujours fringante, et Isabelle, notre Suédoise de service. Nous voici dans la vallée, encore une fois, et nous allons finir après le déjeuner dans la ville d'Ollantaytambo. Voilà, nous sommes arrivés au camping d'Ollantaytambo. Marlène prend 5 minutes. Nous serons dans l'herbe à 2500 mètres d'altitude. C'est dire si on va pouvoir respirer comme il faut. Et cependant, quand nous avons appris qu'on pouvait avoir une chambre pour coucher, avec Marlène, on a décidé de ne pas monter notre tente et nous avons couché dans cette au rez-de-chaussée là, 2 lits très corrects. Et avant de dormir, nous sommes allés visiter en fin d'après-midi le magnifique site d'Ollantaytambo. Carlos nous explique comment les Incas avaient taillé et préparé ces pierres. Ça dépasse, si vous voulez, l'entendement. C'est comme en Égypte.
Personnellement, je suis reconnaissant à nos guides de parler du conditionnel, parler au conditionnel en parlant des Incas, parce que on croit imaginer, mais on ne sait pas. Hein. C'est pas venu, il n'y avait pas d'hélicoptère ni d'opération du Saint-Esprit. Et ces pierres ici, là, ça vous laisse pantois. Hein. Alors là, à Ollantaytambo, l'eau coule. Regardez ce phénomène de capillarité. En passant la main, on coupe la courbure de l'eau. Et il suffit de relancer un petit peu pour avoir la même courbure et de repasser la main pour casser. Il y a de quoi intriguer, hein, ah, ces Incas. Et le lendemain matin, c'est le grand départ. Chacun prépare son dîner. Tomates, concombres, fromage, thon, salade. Car dans l'après-midi, après une ascension très difficile, nous devons atteindre le Machu Picchu. Mais pour aller au point de départ, nous allons prendre le train. Alors celui-là, c'est pas le nôtre, mais le nôtre arrivera dans un petit quart d'heure. En attendant le train, le commerce local marche bon train, si j'ose dire. Et en face, nous avons toujours, il y a même une bodega, donc je regrette que la 484 n'ait pas pu vous faire entendre la musique de Nescafé, mais c'est comme ça. Chacun va quand même trouver sa place. Hein. Le train va nous conduire, il vient de Cusco, il va sur la base du Machu Picchu. Mais ce train, va nous conduire de l'Ollantaytambo à la base de notre point de départ au kilomètre 104. Il y a à peu près 110 à 115 km de Cusco. Voilà, au kilomètre 88, c'est le départ du chemin de l'Inca. Nous partirons du kilomètre 106 pour rejoindre le chemin de l'Inca en partie terminale. Voilà, Marlène y était. Et voilà au kilomètre 104 le départ du chemin sacré qui va nous conduire à Machu Picchu. 800 mètres de dénivelé à peu près pour aller à Vaina. On traverse le Rubamba. Christine, Marlène et l'autre Christine.
Véronique et Frédéric. Une première pause car la montée de la vallée qui est à 2500 mètres d'altitude est très difficile parce qu'il y fait très chaud. Alors qu'à 3005, 4000, on est beaucoup mieux. Et nous continuons à monter et à descendre jusqu'au site de Vaini Vaina. Là, les marches descendent. Voilà le site avec ses cultures en terrasse. Et puis là, les marches remontent. Et Jacques a compté 254 marches pour monter en haut du site de Vaini Vaina. Nous y sommes, en face le chemin sacré qui vient de nous conduire. Il ne faut pas se lâcher quand même dans ce chemin parce que ça descend un peu. Et Marlène et Christine qui éprouvent quelques difficultés à finir les 50 dernières marches. Et je peux vous dire qu'il y a de quoi. Et voilà, des petits bassins pour la distribution d'eau des Incas. Et là, de Vaini Vaina à la porte du soleil, les dernières marches, il n'y a pas arrêt sur image. Les dernières marches montent vraiment fatigant. Et puis tout à coup, voilà. Voilà de la porte du soleil. Voilà ce qu'on voit. Dentipuco, le Machu Picchu. La route enlacée qui monte les touristes en car jusqu'à la maison de gauche. Et là, le site avec ses différents pitons. Et de la porte du soleil, nous sablons le champagne avec Walter, le champagne péruvien. Aux grandes dames de notre groupe, voilà en face de moi le Huayna Picchu que nous monterons demain matin. Et le petit train dans le fond qui remontera les touristes sur Cusco. Et au fond de la vallée, 2 kilomètres avant, Agua Caliente, qu'on ne voit pas.
la porte du soleil, d'où nous venons, plein cadre, et l'arrivée au Machu Picchu, comme si vous y étiez. Le lendemain matin, à 8 heures, nous sommes sur le site du Machu Picchu en même temps que la brume. Ce qui m'a le plus séduit, c'est ce que j'ai certainement le plus filmé, c'est la distribution d'eau. Voilà, Véronique et Frédéric. Là, les architectes avaient utilisé les rochers existants. Les cultures en terrasse à Machu Picchu et les lamas de service. Alors j'en ai bu de celle-là. Peut-être que c'est ce qui m'a donné le dernier jour mes coliques néphrétiques. Petit à petit, la brume se lève sur Machu Picchu. Et puis nous avons retrouvé nos énergumènes de Cusco en pleine prière. Voilà la table des sacrifices. Et qui sacrifiaient que des vierges. C'était quand même dommage. Ils auraient pu sacrifier les vieux, comme Marlène et moi. Ça aurait fait moins de dégâts. Et voilà nos initiés. Un petit peu là, oui. Et puis en montant, c'est sûr qu'en montant le long de la colonne vertébrale, il y a un effet incontestable, avec un petit peu des coups de plume sur la tête. Et si ça suffit pas, on gratte un peu plus bas, voyez, bon, on fait de l'air sur le ventre, sur la poitrine. Voilà, si après ça, ça va pas mieux, et puis des grands coups sur la tête. Voilà. Après ça, vous pouvez repartir quand vous avez donné votre chèque. Vous êtes content du voyage. Allez. Ah, puis celle-là, alors là, celle-là, elle était aussi en méditation. Mais toute seule, ça devait coûter moins cher. Et toujours la distribution d'eau avec de magnifiques petits canaux creusés dans la roche. Et là,
il faut quand même beaucoup d'imagination pour voir le bec du condor et deux morceaux de rocher qui en font les ailes. Voilà, c'était sombre par l'artifice de la vidéo, ça devient clair. Là, le toit des maisons a été reconstitué. Walter nous explique, mais bon, des pierres un peu plus longues dépassent du faîtage et sont attachées par des morceaux de bois. Voilà, là j'ai pas filmé la montée, elle était très dure. Je suis en haut du piton du Huayna Picchu. Marlène est en bas, quelque part, au milieu du Machu Picchu, en plein soleil. Et nous, avec l'équipe, nous sommes en haut. Michel, Frédéric et Walter, notre guide. Mille mètres de dénivelé nous séparent de la gare du petit train qui vient de Cusco. Et voilà votre serviteur. Vous aurez un souvenir de lui pour ceux qui verront le film. En haut, avec le site de Machu Picchu. En haut du Huayna Picchu, il y a aussi des constructions incas et des cultures en terrasse. Ça. Et puis là, il y a ceux qui descendent prudemment et ceux qui essaient de monter. Là, les escaliers ne sont pas très entretenus. Vous avez la Via Ferrata. Voilà Christine de Paris. Oh, attention, ça glisse. Voilà une image qui n'est pas classique mais moins classique avec Marlène qui réalise son rêve devant les dernières images du Machu Picchu avec un rayon de soleil que nous allons emporter. Tout à l'heure, nous allons rentrer à Cusco. Une dernière vue sur la porte du soleil. Inti-Puccho, où nous sommes arrivés hier après-midi. Et puis sur le Huayna Picchu, où on va pouvoir observer des gens qui continuent à descendre et qui continuent à monter sur ce magnifique piton. Et voilà le village d'Agua Caliente, eau chaude pour les non-initiés, mais maintenant que je parle espagnol, il n'y a pas de raison que je ne vous en fasse pas profiter. En fait, des constructions installées autour de la voie ferrée et un perroquet. Les gens attendent le train.
C'est la distraction de la journée. Puis le train arrive, on arrive à monter et le train démarre. Il a déjà démarré, ça se voit pas, mais ça se voit à la fumée, oui. Le train va nous conduire à Ollantaytambo et de là nous prendrons le car pour aller à Cusco parce que le car va plus vite que le train. Voilà, le train s'ébranle doucement. On pourrait même prendre un pull vert au passage. Au revoir Machu Picchu. Alors le lendemain matin, nous partons de Cusco pour aller à Puno, 9 heures de train. Enfin, quand je dis nous devions partir à 8 heures, nous sommes partis à 12 heures, la machine étant en panne. Dernière vue sur Cusco. Et puis alors un voyage extraordinaire, surtout la première heure, avant qu'on se soit rendu compte qu'il aurait mieux valu prendre le bateau. Un peu de poussière au départ. Nous saluons l'Inca. Alors au début on a ri la première heure, surtout quand les boissons se sont renversées sur nos pantalons. La deuxième heure c'était moins agréable. Là c'est des saletés qu'il y a sur la vitre du train. Là je vous montre la montée de Cusco au col de la Raya à 4300 mètres. Du col nous descendrons ensuite par l'altiplano sur Puno, mais ce sera la nuit et nous n'aurons pas l'occasion de voir l'altiplano. Mais l'après-midi était un morceau de choix. Et les enfants chapardent des bonbons. Et là, le train qui arrive, voie unique, les rails sont à peu près droits, cela c'est déjà pas mal, hein. Il y avait quand même quelques jolies hôtesses. Alors là, je vous montre qu'on était bien en bateau, contrairement à ce que vous pouvez croire. Il y a du roulis, il y a du tangage. On va de bâbord à tribord. Il y a 6 heures que ça dure et ça va encore durer quelques temps. Et puis si le cœur vous en dit, il y a des morceaux de viande, peut-être à la dioxine.
nous sommes arrêtés. Les gens dorment. Le train ne fait pas de bruit. Nous retrouvons des sources chaudes. Ils sont en haut du col de la Raya que nous allons passer dans 5 minutes dès que le train voudra bien redémarrer. Un dernier troupeau de la main et nous sommes au col. Le lendemain matin, après une nuit à Puno, nous sommes sur le lac Titicaca, prêts à nous embarquer pour l'île Taquile. Mais avant, nous allons faire une excursion dans les îles artificielles montées sur roseaux. Une barque en construction qui n'est pas tout à fait terminée mais qui va servir à notre petite troupe pour faire le tour de l'île. D'abord, il va falloir la mettre à l'eau. Visage énigmatique. Alors là, je ne sais pas ce qu'elle prépare, ou des pommes de terre, hein, ou des queues de langoustine. Vous choisissez. Hein. Nous quittons les îles sur roseaux pour rejoindre l'île de Taquile. Nombreuses portes de l'île de Taquile avec le Puma, le lac Titicaca, la cordillère dans le fond côté Bolivie. La fileuse de coton ou de laine. Là, nous sommes loin de nos bases. Des nombreuses portes de l'île de Taquile, avec le Puma en tête.
Une des caractéristiques de l'île, ce sont les messieurs qui tricotent et qui tricotent fin. Faut bien faire un peu la pause, hein. C'est la fin de la soirée. Nous rentrons sur Puno. Et nous rencontrons des dames qui godillent. Une vue générale de la ville de Puno au bord du lac Titicaca. Et là, nous arrivons sur la route de Puno à Juliaca, au site de Silustani. Le site de Silustani étant essentiellement des tombes. Ce site n'est pas un cas. Ce site de tombe est entouré de lacs, très reposants. Nous avons rencontré des petites bêtes étranges, des cochons d'Inde sauvages qui n'avaient rien de sauvage. Et voilà la dame à l'alpaga. Embarquement pour Arequipa. Arrivé à Arequipa 40 minutes après, la ville entourée de ces volcans, dont le Mitsi. « 5500 ou pratiquement 6000 mètres d'altitude alors que nous sommes environ à 3000. Voilà notre volcan plus loin, dont le cratère est plus conséquent. Le Mitsi. Et puis sur la gauche, encore un autre. Il y a bien sûr au Pérou des volcans en activité, mais pas autour de la ville d'Arequipa. Encore un dernier coup sur le Misti. Et le Misti le lendemain matin de la terrasse de notre hôtel au lever du soleil. La musique ne convient peut-être pas bien, certainement pas même, à la visite à Arequipa du monastère de Santa Catalina. Monastère qui est fait de rues, de cellules. C'est amusant, surtout les nombreuses couleurs. Ici, des jarres coupées en deux qui servaient de bac à laver.
Voilà la place d'armes d'Arequipa avec les restaurants. Nous avons mangé hier soir au premier étage. Toute la place est entourée d'arcades avec une église dans un coin. Et même les Péruviens, vous voyez, ont chaud et se mettent à l'ombre dans cette sorte de cloître. Voilà la cathédrale d'Arequipa à contre-jour. Et hier soir qu'il aurait fallu venir, par un effet de stéréo, j'essaie de vous la montrer un peu plus claire, mais avec ces volcans, le départ d'Arequipa en car, 9 heures de car, le Mitsi, un paysage qui ressemble au Wadi Rum en Jordanie, mais le sable est beaucoup moins jaune. Nous sommes arrivés hier soir à Nazca, à 10 heures du soir, dans une sorte de hacienda. Le lendemain, tout le monde se repose avant d'aller voir des tombeaux et pour les plus courageux de prendre l'avion pour survoler les fameuses lignes de Nazca. Chacun se distrait comme il peut. C'est le jeu de la grenouille. Voilà. Voilà les tombeaux qui ont été découverts. C'est des authentiques êtres humains qui ont séché au soleil à côté de Nazca. Voilà, Marlène, Frédéric et Véronique vont s'apprêter à monter dans leur avion. Voilà, le testament est fait. C'est parti. À l'intérieur de notre chambre, la lampe à pétrole, c'est succinct, mais c'est sympa. On arrose le feu qui a été recouvert de cendres. Jacques et Marlène sont le parrain et la marraine du dîner que nous allons effectuer. Alors, je crois qu'à l'intérieur de ces feuilles qui étaient sous la cendre, il y avait du fromage. De toute façon, il y avait aussi beaucoup de choses et toute notre petite équipe qui avait la dent creuse en profite bien. De Nazca à Pisco, c'est lunaire, c'est la désolation. Il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas grand-chose à voir. Et le lendemain matin, à Pisco, nous embarquons pour les îles Balesta, au milieu d'étranges oiseaux. Et après 1 heure de traversée, nous voici aux îles Balesta. Alors ces îles sur lesquelles on n'accoste pas
sont peuplées d'oiseaux, d'otaries et de quelques pingouins. Les images sont quelquefois difficiles à prendre parce que, comme vous le constatez, la mer roule bien. Ah voilà les pingouins, mais la mer remue trop, hein. Voilà une belle colonie d'otaries. Mais si ces demoiselles sont serrées ici, c'est que leur maître est pas loin. Un gros lion de mer que vous allez apercevoir. Et c'est à lui qu'elle demande l'autorisation d'aller prendre un petit bain ou d'aller manger un poisson. Et alors elles sont tout autour. Laisse-nous partir, laisse-nous aller prendre un bain. Hop, alors il lève la patte et comme elles ont l'autorisation, les voilà partis. Un, deux et trois. Ah, ça fait un beau harem, hein. Ah, c'est pas commode, hein. C'est sûr que pour s'accrocher, hein. Voilà, je crois que les îles Balestin, nous rentrons.
On se protège comme on peut. Voilà de la fenêtre de notre hôtel à Lima où j'ai attendu le Toubi pendant 2 heures. C'est pas réjouissant, hein. Mais je vais essayer de terminer pour le dernier jour sur une note un peu plus gaie, la place d'Armes de Lima. Voilà, c'est quand même un petit peu plus joli. Des rues piétonnes. Je laisse dérouler le film. Et nous terminerons avec une musique plus moderne puisque nous sommes là dans la capitale du Pérou. La cathédrale. Cette place a été reconstruite suite à un tremblement de terre. Le départ, dernière publicité. Inca Kola, c'est comme les patoum pour le foie. Et nous voilà arrivés à l'aéroport. Nous allons prendre l'avion pour Paris, Francfort. Je n'ai plus qu'à remercier, pour ceux qui verront le film, tous les amis qui nous ont accompagnés et Walter, notre guide. Nous avons passé un agréable séjour et je l'espère qu'il en a été de même pour nos 11 camarades. Allez, c'est fini, il faut bien que ça se termine un jour. À une autre fois peut-être. Allez, salut!